Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bienvenue dans Un autre regard, là où l'invisible rencontre l'inexplicable, où les coïncidences prennent un autre sens, et où la frontière entre le hasard et le destin s'efface. Aujourd'hui, nous plongeons dans un phénomène mystérieux qui intrigue et fascine depuis des siècles, les synchronicités. Ces moments où des événements, des rencontres ou des pensées semblent se répondre comme un écho à notre propre expérience intérieure. Est-ce simplement le fruit du hasard ou la manifestation d'une force plus profonde à l'œuvre dans l'univers? C'est Carl Gustav Jung qui le premier a donné un nom à ces coïncidences significatives. Pour lui, les synchronicités sont des fenêtres ouvertes sur un autre plan de réalité, où la psychologie et le matériel se rencontrent, formant un tout cohérent. Et vous, avez-vous déjà vécu l'un de ces moments où les choses semblent étrangement bien alignées, où tout semble conspirer en harmonie pour vous envoyer un message? Un moment où l'univers nous fait un clin d'œil. Aujourd'hui, dans la première partie, nous allons explorer ces phénomènes, comprendre ce qu'ils disent de nous, de notre connexion au monde qui nous entoure, et tenter de démêler ce qui relève du hasard et ce qui est peut-être un signe. Prenez place, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider à travers cet univers fascinant des synchronicités. Et pour aller encore plus loin, dans la deuxième partie de l'émission, nous aborderons un autre sujet tout aussi fascinant, le contact avec les défunts. À travers une meilleure compréhension de la médiumnité et de ceux qui affirment communiquer avec l'au-delà, nous tenterons de comprendre si ces échanges peuvent être, eux aussi, une forme de synchronicité. Les voix de l'autre monde cherchent-elles à nous guider ou à nous envoyer des messages? Est-il possible, ainsi, de communiquer avec un être cher? Installez-vous confortablement, laissez votre esprit s'ouvrir et préparez-vous à explorer l'invisible avec nous. Et vous avez déjà vécu une synchronicité qui vous a laissé sans voix? Une coïncidence troublante, un signe qui semblait être bien plus qu'un simple hasard? Que ce soit un événement marquant, un rêve prémonitoire ou un moment où tout semblait se synchroniser de manière inexplicable, nous aimerions entendre votre histoire. Votre expérience pourrait éclairer d'autres auditeurs et qui sait, révéler des liens que nous n'avons peut-être pas encore compris. Partagez avec nous vos témoignages en nous écrivant à podcast.1.autre.regard@gmail.com ou sur la page Facebook Radio G, Un autre regard. Nous pourrions ainsi diffuser votre récit dans une prochaine émission. Chaque histoire compte, chaque signe peut avoir une signification plus profonde. Alors si vous avez déjà ressenti que l'univers communiquait avec vous, ne gardez pas ce mystère pour vous, partagez-le avec nous. Carl Gustav Jung, psychologue suisse et fondateur de la psychologie analytique, a joué un rôle central dans l'introduction et la théorisation de ce concept de synchronicité. Pour Jung, les synchronicités sont des événements marqués par une coïncidence significative, où des occurrences extérieures semblent en lien avec l'état psychologique d'une personne, mais sans qu'il y ait de cause apparente. Il a notamment utilisé le terme synchronicité pour décrire des coïncidences qui transcendent la logique classique du cause à effet en fait. Alors Jung a défini la synchronicité comme un principe d'acausalité, c'est-à-dire une connexion significative entre des événements, qui ne peuvent être expliqués par une relation de cause à effet classique. Ce principe repose sur l'idée que l'univers est organisé de manière à ce que des événements physiques et psychiques puissent être connectés par le sens, plutôt que par une causalité directe. Ces coïncidences, bien qu'apparemment aléatoires, résonnent avec la vie intérieure de la personne, souvent en réponse à des préoccupations émotionnelles ou spirituelles. Alors, il y a un exemple qui est parfait pour ça dans le cadre de Jung, c'est l'exemple du scarabée d'or. Donc, c'est un exemple célèbre que Jung donne pour illustrer la synchronicité. Donc, lors d'une séance de thérapie avec une patiente qui avait un esprit très rationnel et très sceptique, elle lui racontait un rêve dans lequel elle recevait un bijou en forme de scarabée. À ce moment-là, Jung entendit un bruit contre la fenêtre et découvrit un coléoptère ressemblant à un scarabée doré, un insecte très inhabituel dans la région de Suisse. Alors, cette coïncidence a brisé la résistance de la patiente et a permis du coup une avancée dans la thérapie.
Pour Jung, cet événement illustrait parfaitement la notion de synchronicité. Il croyait que les synchronicités se produisaient souvent lors de moments de transformation intérieure, donc des moments clés, un processus où une personne cherche à s'harmoniser avec son soi profond. Elle servent alors un petit peu de guide spirituel ou de signe qui indique que l'individu est sur le bon chemin dans son développement personnel. Il a également lié la synchronicité à un genre de concept d'inconscient collectif. Il y a une couche profonde de l'inconscient qui est partagée par tous les êtres humains, qui sont composés, on va dire, d'archétypes universels. C'est des images et des symboliques qui sont communes à beaucoup de cultures. Donc, parmi les archétypes, on a le soi. Donc, ça représente l'unité de la personne. C'est l'harmonie entre le conscient et l'inconscient. On va dire que ça se manifeste souvent par des symboles d'unité, comme des mandalas, des croix, des cercles, ou tels que des figures, telles que le Christ, Bouddha, qui incarnent du coup la réalisation ultime de l'individu et l'éveil spirituel. On a aussi les archétypes de l'ombre, où ça représente des aspects qui sont refoulés ou cachés de la personnalité, qui sont souvent perçus comme négatifs, effrayants ou moralement inacceptables. Donc l'ombre est inévitable car elle fait partie intégrante de la psyché humaine, et pour Jung, confronter et intégrer l'ombre est essentiel. Donc les symboles, on va dire, universels de l'ombre, c'est le diable, le monstre et les figures sombres dans les rêves, la nuit, tout ce qui est noir. On a aussi les archétypes du vieux sage et de la grand-mère. Donc c'est ces deux archétypes qui représentent la sagesse et la protection. Le vieux sage est souvent comme un mentor ou un guide spirituel qui représente la connaissance et l'intelligence intuitive. Et la grand-mère, elle est l'archétype de la nourriture, de la création, de la destruction. Elle symbolise un petit peu, on va dire, la mère. Donc parmi les symboles universels du vieux sage, on a Merlin, Gandalf, Dumbledore ou Confucius. Et dans les symboles de la grand-mère, on aura Gaïa, Isis, la Vierge Marie, Kali. Et on a tout plein d'autres archétypes. Le héros, donc là, c'est celui qui entreprend un voyage initiatique. Donc on a Hercule, Persée, aussi bien que Luke Skywalker ou Frodo, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont communs à la plupart des cultures et chacun en comprend instantanément le sens sans décodage préalable. Ils sont des forces puissantes qui agissent à la fois dans l'individu et dans les sociétés à travers les cultures. Ils influencent les comportements, les rêves, les mythes et les récits collectifs. Donc, selon Jung, les synchronicités sont souvent des manifestations de cet inconscient collectif qui fait émerger des événements qui sont synchrones, en résonance avec ces archétypes. Ces événements se relèvent alors des vérités profondes qui sont souvent cachées sur la condition humaine. Ce qui est très important dans les synchronicités, c'est le symbolisme et le sens. Jung souligne l'importance du sens, c'est-à-dire contrairement aux coïncidences simples qui n'ont pas vraiment de signification, une synchronicité s'est perçue comme significative parce qu'elle parle directement à l'expérience personnelle ou spirituelle de l'individu. Ça repose souvent en fait sur des symboles ou des archétypes, comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, des rêves des signes dans la nature, les rencontres animales, les papillons, ou des motifs récurrents dans la vie quotidienne peuvent être perçus comme des synchronicités. L'individu les relie à son parcours intérieur. Donc pour Jung, les synchronicités ne sont pas seulement des coïncidences, mais elles sont remplies de sens pour la personne qui a finalement les bons codes. Elles permettent de transcender la vision purement matérielle. Elles ouvrent la voie à une compréhension qui est plus holistique. Avant de continuer, je vous propose une première cause musicale avec un morceau hypnotique qui évoque l'idée que chaque chose est à sa place et arrive pour une raison bien précise. Donc un thème clé de la synchronicité. Je vous propose Radiohead avec Everything in its right place. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM, également en DAB+, et en streaming sur le site radiog.fr. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, on parle de synchronicité. Les synchronicités, telles que décrivent par Jung, se manifestent sous plusieurs formes et plusieurs types, chacune ayant ses propres caractéristiques et étant perçue de manière unique par l'individu. Voici les principaux types de synchronicité. Alors, il y a les synchronicités d'abord d'événements externes. Ce sont des coïncidences significatives qui se produisent dans le monde extérieur, sans lien causal bien sûr apparent, mais qui semblent directement en relation avec l'état intérieur ou les pensées de la personne. Par exemple, vous pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis des années et ce même jour, il vous appelle ou vous croisez quelqu'un qui le connaît et qui vous en parle. Vous avez également des synchronicités qui sont psychiques. Alors ce type de synchronicité, ça fait référence aux rêves, aux visions ou aux intuitions qui se réalisent par la suite dans la réalité. Alors, ces événements psychiques précèdent souvent des événements du monde physique et créent une connexion entre l'inconscient et la réalité externe. Alors exemple, vous rêvez de perdre un objet précieux et le lendemain, vous le perdez réellement.
Il y a également des synchronicités qui sont symboliques. Donc, les synchronicités symboliques impliquent l'apparition répétée de symboles ou de motifs dans la vie quotidienne qui semblent avoir un sens particulier pour l'individu. Ces symboles sont souvent associés à des archétypes de l'inconscient collectif et sont souvent liés à un processus psychologique en cours. Alors, comme exemple, on peut dire vous commencez à voir partout des images de clés alors que vous êtes en quête de solutions ou de nouvelles opportunités dans votre vie. Il y a également les synchronicités qui sont d'ordre relationnel. Donc, ce type de synchronicité survient souvent dans le cadre de rencontres humaines significatives ou de connexions inattendues avec des personnes. Elles révèlent parfois des liens cachés ou d'anciennes relations et peuvent surgir lors de moments cruciaux dans la vie d'une personne. Alors là, vous rencontrez quelqu'un par hasard qui s'avère être un mentor ou une personne qui va jouer un rôle clé dans votre vie. Il y a les synchronicités également temporelles. Donc là, on parle d'heures miroirs ou de coïncidences temporelles. C'est une forme courante de synchronicité où des nombres ou des moments particuliers apparaissent fréquemment. Ces événements temporels sont souvent perçus comme des messages de l'univers ou d'une conscience supérieure suivant la croyance de la personne. Par exemple, vous voyez régulièrement des heures miroirs comme 11h11, 22h22, 18h18 ou des dates récurrentes dans votre vie correspondent à des événements marquants. Il y a également les synchronicités qui sont d'ordre géographique. Donc, ce sont des coïncidences qui sont liées à des lieux physiques. Ces synchronicités se produisent souvent lorsqu'une personne se retrouve à un endroit inattendu, qui a un lien particulier avec son passé ou qui déclenche une réalisation importante. Vous visitez par exemple une ville pour la première fois et vous découvrez qu'un événement clé de votre histoire familiale a eu lieu là sans que vous le sachiez. Il y a également des synchronicités qui sont créatives, c'est-à-dire que les synchronicités créatives sont particulièrement courantes chez les artistes, les écrivains, les musiciens et autres créateurs. Ce type de synchronicité implique la réalisation simultanée de pensées et d'idées dans des œuvres d'art ou de projets créatifs. Comme exemple, on a deux écrivains qui travaillent totalement indépendamment l'un de l'autre sur des continents différents, créent simultanément des histoires avec des thèmes ou des personnages presque identiques. Il y a également les synchronicités qui sont d'ordre karmique. Donc, ces synchronicités sont souvent interprétées dans une optique spirituelle ou karmique. Elles se manifestent comme des événements ou des rencontres qui semblent être en relation avec des vies antérieures ou des dettes karmiques à régler. Donc, ces synchronicités, elles offrent une opportunité de guérison, de réconciliation avec le passé. Comme exemple, on pourra dire vous rencontrez quelqu'un que vous sentez avoir connu dans une autre vie, avec qui il y a tout de suite quelque chose. Et cette rencontre, elle influence profondément votre chemin spirituel. Il y a également des synchronicités de guérison. Alors, ce type de synchronicité, elle se produit souvent dans des moments de transformation émotionnelle ou spirituelle. Elles apparaissent lorsqu'un individu est en quête de guérison ou de résolution d'un problème profond. Elles servent à guider en fait sur le chemin à emprunter. Donc, comme exemple, après avoir entamé une thérapie, vous rencontrez plusieurs personnes qui partagent les mêmes expériences que vous et qui vous offrent des perspectives et des solutions qui sont totalement inattendues. Et puis un gros morceau reste les synchronicités généalogiques, ce qui est très intéressant. Donc, les synchronicités généalogiques, elles se produisent lorsque des événements semblent se répéter à travers les générations, souvent sous la forme de schémas familiaux ou de coïncidences qui relient les membres d'une même famille. Donc là, si on rentre vraiment dans les synchronicités généalogiques, alors il arrive qu'il y ait des répétitions d'événements familiaux. Donc des événements marquants, heureux ou malheureusement tragiques, se répètent à travers les générations. Ces synchronicités peuvent se produire à des moments identiques, anniversaires, décès, événements marquants, ou dans des circonstances similaires. Ces répétitions sont souvent interprétées comme des signes ce qu'on appelle un pattern, on va dire un schéma récurrent, ou d'une histoire karmique non résolue. Alors, par exemple, on a plusieurs membres d'une famille rencontrent leur conjoint le même jour de l'année ou vivent un événement similaire à un âge précis. Donc, elles se marient toutes au même âge, ont toutes un accident ou ont toutes un enfant après, mettons, la 3e année de mariage. Une autre manifestation des synchronicités généalogiques, c'est la découverte d'ancêtres ou de faits historiques synchrones. C'est-à-dire parfois les recherches généalogiques ou la découverte d'un nouvel ancêtre révèlent des synchronicités frappantes avec la vie de la personne actuelle. Donc, ces moments peuvent inclure la redécouverte d'un ancêtre oublié, par exemple, qui partageait les mêmes talents, les mêmes passions ou les mêmes défis que l'individu qui le découvre. Par exemple, vous découvrez qu'un ancêtre inconnu pratiquait la même profession ou avait une vocation similaire à la vôtre sans que cela ait été transmis explicitement dans la famille. Une autre manifestation des synchronicités généalogiques est la transmission générationnelle.
C'est-à-dire, certaines synchronicités généalogiques peuvent survenir lors des moments de guérison émotionnelle. Donc, ces événements semblent indiquer que des dynamiques familiales non résolues ou des traumatismes transgénérationnels sont en train de se résoudre à travers l'individu actuel. Et bien sûr, souvent de manière totalement inattendue. Lors d'un travail thérapeutique ou d'un moment de transformation, une personne découvre qu'elle vit ou surmonte un schéma émotionnel similaire à celui d'un ancêtre, ce qui permet en fait une guérison pour toute la lignée en quelque sorte. Et puis, il y a également des rencontres synchrones avec des membres de familles éloignés. Donc, il n'est pas rare que des personnes fassent des rencontres inattendues avec des membres éloignés de leur famille lors de moments clés de leur vie. Alors, ces rencontres synchrones révèlent souvent des connexions importantes qui étaient auparavant cachées ou ignorées. Et elles peuvent avoir un impact significatif sur l'évolution de la personne ou sur les compréhensions de ses racines, par exemple. Donc là, vous rencontrez par hasard un parent éloigné qui détient des informations cruciales sur l'histoire familiale au moment où vous cherchez des réponses sur vos origines ou sur des problèmes de santé, par exemple, que vous avez. Alors, les synchronicités généalogiques peuvent être interprétées selon plusieurs perspectives, bien sûr. On peut y voir effectivement une perspective psychologique. Dans cette approche, on dit souvent que c'est le résultat de traumatismes qui sont non résolus et de schémas répétitifs qui se transmettent en fait d'une génération à une autre. Alors, les psychologues ont parlé de psychogénéalogie pour désigner ces liens transgénérationnels où des événements du passé familial influent la vie des descendants et souvent de manière totalement inconsciente. On peut également expliquer ces synchronicités généalogiques par des perspectives spirituelles et karmiques. C'est souvent perçu comme des signes que l'individu est en train de libérer le karma familial ou d'assumer un rôle de guérisseur pour une lignée, si on croit aux vies antérieures. Ce qu'on sait aussi que dans certaines traditions spirituelles, on suggère que les ancêtres jouent un rôle actif dans la vie de leurs descendants, qui offrent une genre de guidance. Donc on peut effectivement expliquer ça aussi par une connexion ancestrale. Donc les rencontres et les événements synchrones peuvent être vus comme des interventions des ancêtres qui cherchent à aider leurs descendants à éviter les erreurs du passé ou à refaire du moins les mêmes erreurs. La chronicité généalogique met en lumière les liens mystérieux entre les générations. Elle souligne l'importance des patrons familiaux, des patterns, et des dynamiques transgénérationnelles dans nos vies. Alors que l'on adopte une perspective totalement psychologique, spirituelle ou mystique, ces événements synchrones nous rappellent en tout cas que nous sommes souvent connectés à nos ancêtres de manière plus profonde que nous ne le réalisons et que leur héritage continue de façonner notre parcours. Il est l'heure pour nous de faire une petite pause musicale avant d'entamer une réflexion sur la différence entre le hasard et les synchronicités, comment ne pas les confondre. Et je vous laisse avec un titre emblématique qui est à la fois sombre et puissant, qui évoque les thèmes de la foi, de la connexion spirituelle et des relations intérieures-extérieures. Ça sera Depeche Mode et ça sera Personal Jesus. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Un autre regard, on s'interroge toujours sur les synchronicités et le hasard. Comment ne pas les confondre ? Peut-on se faire des idées ? Est-ce que toutes les synchronicités sont intentionnelles ou est-ce que finalement il n'existe que le hasard ? En tout cas, la frontière entre les coïncidences et les synchronicités est subtile, mais essentielle pour comprendre la profondeur du concept jungien et la manière dont il influence notre vision du monde. Alors à première vue, les deux peuvent sembler similaires, mais il s'agit d'événements inattendus qui surviennent en même temps. Cependant, là où il y a une coïncidence n'est que le fruit du hasard, dénué de sens particulier, une synchronicité, elle, s'impose comme un événement chargé de signification lié à l'état intérieur de l'individu, à son cheminement psychologique ou spirituel. Il s'agit d'un phénomène où l'univers semble envoyer un message, où les événements extérieurs résonnent avec notre expérience intérieure d'une manière qui dépasse la simple logique. Alors une coïncidence, c'est une rencontre fortuite d'événements qui survient de manière aléatoire, sans lien. C'est un fait statistique, une situation qui arrive par hasard sans que nous n'y voyions nécessairement de sens profond. Par exemple, vous rencontrez par hasard un ami dans une ville étrangère. Ça peut sembler bien sûr surprenant, mais il s'agit là d'une simple probabilité en action. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser du tout d'empreinte. Ça ne va rien changer pour vous, c'est tout au plus amusant. Les coïncidences sont donc les produits du hasard et ne s'inscrivent pas dans une vision significative de la vie. Ce sont des événements qui sont neutres et qui ne laissent pas de marque.
Alors évidemment, elles peuvent nous surprendre, comme je disais une fois à l'événement passé, mais en tout cas, elles ne laisseront aucune trace et aucun sentiment de connexion avec une réalité supérieure. À l'inverse, une synchronicité est une coïncidence significative, un événement qui vient résonner avec l'aspect particulier de notre vie intérieure. On va dire que c'est une coïncidence spéciale qui semble porter un message de l'inconscient ou être lié à un cheminement psychologique en cours. Là où une coïncidence ne suscite que de la surprise ou de l'étonnement, la synchronicité, elle, éveille en nous une résonance émotionnelle, une prise de conscience ou un signe d'être un petit peu, ce qu'on dit, aligné avec une évolution intérieure ou avec l'univers. Donc elle ne va pas se produire de manière isolée ou purement aléatoire, elle est souvent dans des moments où on est en quête de sens finalement. Elle apparaît comme une réponse de l'univers ou d'une force supérieure suivant notre croyance, ou elle apparaît comme le message de guide subtil qui nous indique que nous sommes sur le bon chemin, ou au contraire qu'un changement est nécessaire. Par exemple, imaginons vous traversez une période de transition difficile et vous croisez régulièrement des images ou des mots liés à la transformation, comme le papillon, le phénix. Alors, ces événements peuvent être perçus comme des synchronicités car ils parlent à votre psyché apportant un sens caché et suggèrent que votre processus intérieur est en résonance avec des forces extérieures. Donc finalement, c'est une sorte de pont entre le monde matériel et le monde psychique. Ces événements agissent souvent comme des éclaireurs sur notre chemin. Ils nous guident vers des prises de conscience, nous aident à résoudre des situations qui sont parfois complexes ou à valider des décisions importantes. Le rôle, c'est ainsi de nous relier à des réalités qui nous échappent à notre causalité et à notre vie quotidienne. Donc, dans une coïncidence, on voit un événement se produire sans, comme je disais tout à l'heure, y accorder de sens particulier. En revanche, lorsqu'un événement devient une synchronicité, il doit résonner avec nous sur le plan psychologique, émotionnel ou spirituel. Alors bien sûr, ce sens est souvent totalement subjectif parce qu'il est profond, mais il doit être profondément ressenti. Il faut qu'il soit interprété à travers le prisme de nos propres expériences. Puis un autre élément clé dans la distinction entre finalement la coïncidence, donc le hasard, et la synchronicité, c'est l'intuition. Les synchronicités sont souvent accompagnées d'un sentiment d'intuition profonde ou de connaissance immédiate que l'événement a une signification particulière. Donc c'est un genre de sentiment de force intérieure, que quelque chose de plus grand se joue et que cet événement est en quelque sorte relié à notre développement intérieur. On sait tout de suite qu'il a une importance unique. Et puis ces synchronicités sont aussi perçues comme des signes spirituels. Elles surviennent fréquemment lorsque nous sommes dans des périodes un petit peu de transition, de quête de sens ou de transformation intérieure. Elles sont des marqueurs sur notre chemin spirituel, des indices qui nous suivent, que nous suivons un chemin qui a été balisé pour nous. Alors, ces signes nous encouragent à poursuivre notre exploration intérieure, à nous découvrir à des réalités plus vastes que celles du quotidien matériel et à nous faire confiance également, donc à faire confiance à notre intuition. En conclusion, si les coïncidences peuvent être appliquées par des jeux de probabilité ou par le hasard, les synchronicités nous invitent à aller au-delà de cette explication qui est très réductrice. Elles révèlent une dimension symbolique et psychologique plus profonde, où le monde extérieur et notre vie intérieure sont intimement connectés. Jung, à travers sa théorie de la synchronicité, nous montre que l'univers est bien plus mystérieux et interconnecté. Les synchronicités nous invitent à voir la réalité sous un angle plus holistique, plus complet, à reconnaître des signes que la vie nous envoie et à explorer des mystères cachés de notre psyché et du monde qui nous entoure. Ainsi, les synchronicités ne sont pas des événements à négliger, elles sont des guides précieux, des éclats de sens qui éclairent notre chemin et nous rappellent que la vie elle-même est tissée de liens invisibles, un jeu entre la matière et l'esprit qui échappe à la simple rationalité. Alors que nous venons de plonger dans l'univers des synchronicités, ces moments troublants où des événements apparemment anodins sont orchestrés comme par une force invisible, une question demeure. Qui ou quoi est à l'origine de ces signes ? Alors si certaines coïncidences paraissent liées à notre esprit ou à l'inconscient collectif, d'autres laissent entrevoir des messages qui sont beaucoup plus profonds, comme si une intelligence mystérieuse tentait de communiquer avec nous. Et si ces synchronicités étaient aussi un moyen pour ceux qui ont quitté ce monde d'entrer en contact avec les vivants ? Pour beaucoup, les synchronicités ne sont pas simplement des hasards. Elles sont parfois perçues comme des messages envoyés par les défunts pour guider, réconforter ou avertir. Un mot murmuré dans un rêve, un objet déplacé sans explication ou encore un chiffre qui réapparaît inlassablement. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons explorer cette connexion subtile entre les vivants et les morts. Les défunts cherchent-ils à nous envoyer des signes à travers ces coïncidences ? Donc, préparez-vous à franchir une nouvelle étape dans notre exploration de l'invisible.
Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. C'était Fleetwood Mac Landslide, un titre introspectif qui parle bien sûr de changement, des cycles de la vie et des moments significatifs qui bouleversent notre existence. Nous sommes toujours sur un autre regard sur Radio G, 101.5 FM, en DAB+, en streaming et en podcast sur le site radiog.fr. Pour cette deuxième partie, nous allons parler médiumnité, mais surtout contact défunt. Peut-on communiquer avec nos chers disparus ? Une partie de la médiumnité permet d'être le pont entre les vivants et les défunts. Nous allons voir ça plus en avant. Alors la médiumnité, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une capacité spirituelle qui permet à certaines personnes, appelées médiums, d'établir une connexion avec les âmes des défunts ou avec des entités spirituelles. Cette pratique est largement répandue à travers le monde et revêt des formes multiples selon les cultures, les époques et les croyances. Le médium, lui, est perçu comme un intermédiaire entre deux mondes, celui du vivant et celui des esprits. Grâce à une sensibilité accrue ou à des dons naturels, suivant les croyances, il ou elle reçoit des messages, des visions, des sensations provenant des esprits. Ces informations vont ensuite être interprétées et transmises à ceux qui cherchent à communiquer avec leurs proches défunts ou à obtenir des réponses spirituelles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la médiumnité regroupe plusieurs formes de capacités et de pratiques. Ce qui change, en fait, c'est la manière dont les informations sont perçues ou transmises. Alors, voici un petit aperçu des différentes formes de médiumnité. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle la médiumnité qui est sensorielle. Donc, c'est tout ce qui est les clairs sont des formes de médiumnité basées sur l'utilisation accrue d'un sens pour recevoir des messages du monde spirituel. Donc, on a la clairvoyance. Donc là, on parle bien de vision. La clairvoyance, c'est la capacité de percevoir des images, des visions ou des scènes provenant du monde spirituel. Alors, cela peut se manifester sous forme de flash visuel ou de symboles, souvent vus dans l'esprit du médium et parfois de manière symbolique. Le médium voit des événements passés, présents ou futurs, ou bien des représentations symboliques d'un message à transmettre. Alors, comme exemple, un médium peut voir une scène clé de la vie d'un défunt ou un symbole comme un objet, un lieu qui a une signification pour la personne qui est en deuil. Donc, parmi les clairs, on a aussi la clairaudience. Donc, la clairaudience, c'est l'aptitude à entendre des messages ou des voix provenant des esprits. Donc cela peut se manifester comme une voix extérieure, semblable à quelqu'un qui te parle, ou comme des pensées ou des mots que le médium perçoit dans son esprit. Donc là, le médium, par exemple, peut entendre des noms, des phrases courtes ou même des sons liés aux défunts. Il y a également la clairsentience. Donc la clairsentience, c'est la capacité de ressentir les émotions ou les sensations physiques du défunt. Donc là, le médium clairsentient peut capter les sentiments d'un esprit, comme la tristesse, la joie, la souffrance ou la colère, ou même ressentir quelquefois les symptômes physiques que le défunt a pu ressentir avant de mourir. Donc par exemple, le médium peut ressentir une douleur à la poitrine pour indiquer un infarctus ou un sentiment d'amour intense qui serait celui du défunt pour ses proches. Alors plus rare, on a la clairgustance et la clairalliance. Donc la clairgustance, c'est la capacité de percevoir des goûts qui sont liés au défunt, tandis que la clairalliance concerne la perception d'odeur. Donc ces sens permettent de recevoir des informations qui sont plus subtiles, liées, on va dire, à des souvenirs olfactifs ou gustatifs. Par exemple, le médium va pouvoir raconter, on va dire, l'odeur florale du parfum du défunt, par exemple. Et la deuxième grande catégorie, c'est la médiumnité physique. Donc là, contrairement au clair, la médiumnité physique implique des manifestations qui sont visibles ou tangibles et qui affectent, on va dire, l'environnement physique. Donc il y a des phénomènes de matérialisation. Donc là, il s'agit de manifestations qui sont visibles d'un esprit ou d'un phénomène paranormal. Par exemple, on voit apparaître une forme, une lumière ou un objet. Donc un esprit utilise l'énergie du médium pour produire des phénomènes physiques perceptibles, comme l'apparition du coup de son image. Alors, des objets peuvent ainsi être déplacés, des lumières peuvent apparaître dans une pièce ou des formes peuvent se manifester, on va dire, visuellement. On a aussi les voix directes ou l'écriture automatique. Donc ça, ce sont des manifestations plus physiques. L'esprit peut parler directement à travers le médium ou provoquer des sons audibles par des personnes présentes. Dans le cas de l'écriture automatique, le médium permet à un esprit de guider sa main pour écrire des messages, souvent sans qu'il en soit lui-même conscient. Un médium peut soudainement écrire des mots ou des phrases sans les avoir consciemment pensés, sous la direction d'un esprit.
Alors après, la médiumnité physique, c'est un peu le principe qui a été utilisé dans les tables tournantes et ce qu'on appelle les manifestations kinétiques. Donc le guéridon et tout ça, les tables tournantes, le guéridon, la Ouija. Donc dans certaines formes de médiumnité, les esprits manipulent des objets comme des tables, des chaises et d'autres éléments dans la pièce pour communiquer. Donc ça, c'est un type de médiumnité qui était très populaire dans les séances spirites du 19e siècle, où les participants voyaient des tables bouger ou des coups frappés comme des réponses à des questions. Après, il y a la médiumnité qui est télépathique, donc ça consiste à recevoir directement des pensées ou des communications du défunt sous forme de transmission mentale. Donc là, le médium, c'est comme un genre de transmetteur finalement de ces fameux messages qui sont directement envoyés par l'esprit. Donc, le médium peut savoir immédiatement une information concernant le défunt, comme la cause de son décès ou un message pour un proche, sans qu'il ait de perception visuelle, auditive ou physique ne soit impliquée. Et puis il y a d'autres principes, on va en citer quelques-uns, il y a ce qu'on appelle toutes les transes, donc les transes légères, les transes profondes. C'est là où le médium entre dans un genre d'état de conscience altéré, a un esprit de prendre partiellement ou totalement contrôle de son corps et de ses fonctions vocales. Donc le médium peut alors parler, écrire ou agir sous l'influence directe de l'esprit, mais bon, ça c'est vraiment plus à la marge. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. La médiumnité, en fait, comme vous voyez, elle se décline sous de nombreuses formes. Alors, des perceptions qui sont subtiles de la réalité spirituelle, aux manifestations physiques plus tangibles, quand on a des coups, des choses comme ça. Donc, chaque médium, en tout cas, peut être plus ou moins sensible à certaines formes de médiumnité en fonction de ses capacités et de son développement spirituel, peut donc posséder une capacité ou plusieurs à la fois, et celle-ci évolue avec le temps et suivant l'évolution. Alors, ces différentes techniques permettent d'établir finalement un pont entre le monde des visibles et de l'invisible. Elles ont pour l'objectif d'apporter réconfort, conseil et écoute. Alors pour ce qui est des expériences de contact avec les défunts, les médiums relatent souvent des expériences profondes et émotionnelles lors de contact avec les défunts. Les messages reçus peuvent inclure des conseils, des réponses à des questions qui sont restées sans réponse, ou simplement des signes de paix et d'amour envoyés par l'au-delà. Alors, ces expériences offrent bien sûr un grand réconfort aux personnes en deuil, en leur donnant l'assurance que leurs proches sont toujours présents à un autre niveau de réalité. Le médium ne contrôle bien sûr pas totalement le processus, il est simplement un canal et les messages peuvent arriver de manière subtile et fragmentée, et leur interprétation demande parfois de la patience et de l'ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, il faut que le médium décrypte la symbolique à travers ses filtres personnels. Donc au fur et à mesure que le médium reçoit les informations, il les transmet au consultant. Les messages peuvent être variés, des fois c'est de la flash, musique, des descriptions du défunt, des détails sur sa vie passée, des souvenirs partagés ou des réponses à des questions plus précises. Parfois, ces messages sont simplement des signes de paix et de réconfort pour prouver que l'âme du défunt va bien et qu'il est plus dans un état, on va dire, de maladie ou qu'il ne souffre plus. Les informations données peuvent être directes ou sous forme de symboles. Il est important du coup que le consultant reste ouvert aux différentes formes de communication parce qu'il arrive fréquemment que les esprits tentent de délivrer des messages qui sont des fois un peu abstraits ou même inattendus et qui, au début, peuvent sembler pas très clairs. Dans certaines séances, le médium laisse le consultant poser des questions directement au défunt et les questions sont posées de manière simple et ouverte, sans attente. Alors, ce qu'il faut, effectivement, c'est sans attente. Il n'est pas toujours garanti, bien sûr, que le défunt puisse répondre à tout, mais les médiums encouragent souvent le consultant à exprimer ses émotions ou ses besoins, car cela peut faciliter la communication. Il est aussi possible que plusieurs esprits se manifestent, pas uniquement celui attendu. Donc cela arrive effectivement souvent dans des séances où plusieurs proches défunts sont encore en lien avec le consultant et du coup, ils viennent à plusieurs. Ce qu'on peut dire sur les effets positifs pour une personne qui est en deuil, on va dire déjà que c'est une expérience qui est profondément personnelle et qui est marquée par une multitude d'émotions. On peut passer de la tristesse à la confusion ou des fois même à la colère ou à un sentiment de vide. Pour certaines personnes, le recours à un médium peut être une étape importante dans leur cheminement du deuil et leur offre du réconfort, de l'espoir et parfois une transformation émotionnelle. Le contact avec un être cher, par l'intermédiaire d'un médium, peut procurer un profond réconfort à la personne endeuillée. C'est-à-dire recevoir un message de l'au-delà, souvent empreint de sérénité et d'amour, aide à atténuer le poids du deuil, en leur faisant savoir que leur proche est en paix et qu'il veille encore sur eux. C'est un sentiment finalement que la relation continue au-delà de la mort et que ça peut bien sûr apaiser les souffrances et aider à faire face à la séparation physique.
Il peut également arriver que le décès d'un proche peut laisser, on va dire, des questions en suspens ou des regrets ou des inquiétudes qui ont été non résolues. Donc les personnes endeuillées cherchent souvent à clarifier les choses à travers le médium. Donc la médiumnité permet parfois de combler certaines lacunes, qu'il s'agisse de paroles non dites ou d'explications sur des circonstances de la mort ou la manière dont le défunt se sent après la transition. Et puis ça permet également, pour certaines personnes, d'atténuer la peur de la mort. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la médiumnité offre une forme de preuve que la mort n'est pas la fin, mais simplement un passage vers une autre forme d'existence. Cette idée, finalement, que la vie continue dans une autre dimension peut transformer la perception de la mort et rendre la perte un petit peu plus supportable et dissiper également des peurs existentielles. Le contact avec un défunt peut ainsi renforcer la conviction qu'une continuité spirituelle offre une perspective plus aisée face à la mort. Alors pour beaucoup, ce qu'on nous dit, c'est que l'expérience avec un médium offre la voie à une quête spirituelle plus profonde, c'est-à-dire la possibilité d'un contact avec l'au-delà incite les personnes à explorer des pratiques telles que la méditation, la prière ou à s'intéresser à des croyances qui sont liées à la vie après la mort. Donc cette ouverture spirituelle peut être une source de réconfort et d'inspiration et aide les endeuillés, on va dire, à donner un nouveau sens à la vie après la perte. Et puis quelquefois, ça permet même, on va dire, de maintenir du coup un lien avec la personne défunte, même après sa disparition, mais ça peut également aider, on va dire, à renforcer ou à créer un nouveau lien avec une personne défunte qui s'était un petit peu éloignée, par exemple. Donc ça fait, c'est une nouvelle forme de relation qui continue même après la mort et ça peut vraiment apporter un sentiment de proximité. Et puis ça valide également, certains ont chez eux des choses inexplicables qui arrivent. Donc beaucoup de personnes endeuillées rapportent avoir vécu des phénomènes inexpliqués après la mort d'un être cher, comme des rêves intenses, des objets déplacés ou des sensations de présence. Donc consulter un médium peut valider ces expériences, les confirmant comme des tentatives de prise de contact de la part du défunt. Donc cette validation, on va dire, peut calmement, réconforter ceux qui hésitent. Donc cette expérience, du coup, peut être particulièrement réconfortante pour ceux qui hésitent à partager de telles expériences par crainte de ne pas être crus. Et puis, ce que c'est aussi, c'est qu'il y a une dimension d'allègement de la culpabilité et des regrets. C'est-à-dire que le deuil est souvent accompagné de sentiments de culpabilité, surtout si la personne endeuillée pense qu'elle n'a pas fait son maximum pour aider le défunt. Alors, un message rassurant, une communication claire avec l'âme du disparu, via un médium, peut aider effectivement à apaiser ses sentiments et à recevoir une forme de pardon. Donc, ces effets psychologiques et spirituels montrent que la médiumnité peut jouer un rôle clé dans le processus de deuil. Elles offrent souvent une forme de soutien pour les personnes qui cherchent à apaiser leur douleur et à comprendre la mort sous un autre angle, et à se connecter de manière significative avec l'âme des êtres disparus. Mais bien sûr, il y a également des dangers. C'est bien que la médiumnité puisse apporter réconfort et guérison émotionnelle, il existe un risque que certaines personnes développent une forme de dépendance à ces contacts spirituels. Chose qu'on peut évoquer, c'est la difficulté à accepter la réalité de la perte. S'il est tout à fait naturel de vouloir maintenir un lien avec un être cher décédé, une recherche obsessionnelle de contact peut empêcher la personne endeuillée de faire face à la réalité de la mort. Qu'au-delà de passer les différentes étapes normales du deuil, le choc, la tristesse, l'acceptation, etc., la personne peut rester dans une phase de négation et finalement, effectivement, elle est dans une genre de fuite de la réalité. Et puis, il y a aussi une dimension de dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que la quête répétée de médium et de contact avec les défunts peut entraîner une dépendance émotionnelle au médium et aux pratiques spirituelles. La personne en deuil peut se sentir alors incapable de prendre des décisions ou de trouver des réconforts sans intervention des esprits. Et ça peut être un vrai frein en fait, à sa vie quotidienne tous les jours. Puis il y a la perte de lien avec le monde des vivants, c'est-à-dire qu'une obsession pour le monde des esprits peut isoler la personne de ses relations, de ses responsabilités dans le monde des vivants. Donc le désir de toujours se connecter avec le défunt peut réduire finalement l'interaction avec les proches, les amis et les activités du quotidien. Donc là, attention, danger. Et puis bien sûr, il y a un risque de tomber sur des médiums qui sont des personnes malveillantes, qui se font passer pour des médiums, qui exploitent la vulnérabilité émotionnelle de ceux qui cherchent un contact avec les défunts. Ces faux médiums peuvent entretenir volontairement la dépendance de leurs clients en leur proposant des séances fréquentes ou coûteuses sous prétexte d'un besoin constant de connexion. Donc là, il faut faire attention. Et puis, dans certaines situations, la recherche continue de contact peut exposer une personne à des entités qui sont trompeuses ou non bienveillantes. Car tous les médiums ne sont pas forcément préparés à gérer des communications complexes avec l'au-delà, et des esprits mal intentionnés peuvent se faire passer pour des défunts. Donc cette confusion peut entraîner de la peur, de l'angoisse et des troubles psychologiques dans des cas les plus sévères.
Et puis effectivement, quand on est toujours dans cette recherche perpétuelle de l'au-delà, quelque part, on bloque son travail aussi personnel de guérison intérieure. Donc on devient trop dépendant, ça peut retarder ou bloquer ce travail de guérison intérieure. Puis chercher constamment à entrer en contact peut provoquer aussi un épuisement émotionnel. Donc le deuil qui est déjà difficile à vivre peut être amplifié par des tentatives répétées de connexion qui ne produisent pas toujours des résultats escomptés. Donc c'est un vrai stress émotionnel, toujours à la recherche de signes de confirmation de la présence. Et ça peut effectivement être totalement contre-productif. Alors, bien que la médiumnité puisse offrir un réconfort important, il est essentiel de maintenir un équilibre sain, comme dans tout. Les contacts avec les défunts ne devraient pas remplacer les étapes naturelles du deuil, ni devenir une forme de dépendance. Les personnes en deuil doivent être encouragées à utiliser des expériences avec discernement, tout en restant ancrées dans le monde des vivants et en cherchant le soutien de leurs proches ou de professionnels qualifiés. Alors, en explorant ce thème du contact avec les défunts, nous avons découvert que cette connexion va bien au-delà des simples communications spirituelles. Elle intègre un vaste réseau d'expériences humaines, souvent marquées par les synchronicités significatives. En tout cas, il est essentiel de garder l'esprit ouvert face à ces expériences, que ce soit au niveau des contacts défunts ou au niveau des synchronicités, car elles peuvent être perçues comme des manifestations de l'univers qui nous indiquent que nos êtres chers sont toujours présents d'une manière ou d'une autre. Elle nous encourage à prêter attention à notre intuition et à nos sentiments. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette exploration aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos histoires de synchronicité ou de contact défunt sur la page Facebook Radio J'ai un autre regard ou par mail. La prochaine fois, ce sera le 19 novembre, 21h. Je vous parlerai de la légende de Bloody Mary et une Bloody Mary en appelant une autre, on vous parlera vaudou. Bien sûr, on voyagera aussi bien à la Nouvelle-Orléans qu'à Haïti. Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.